Bonjour et merci d'assister à cette présentation à distance réalisée pour les 8e journées CQRT de 2020, organisée par le département réseau et télécommunications de l'IUT Belfort-Montbéliard, que je remercie pour leur accueil. Donc cette année, une thématique autour de la cybersécurité, donc pour tout savoir ou presque sur la cybersécurité. Une année un peu particulière elle se fait dans le cadre du Corona. Donc là, je suis à Metz, la présentation se fait à distance. Donc voilà, j'espère que de votre côté tout va bien, hein, que vous n'avez pas trop subi de trop grosses difficultés avec cette pandémie. Et je vais donc commencer la présentation. N'hésitez pas à réagir sur LinkedIn, je pense que la présentation sera postée là-dessus, ou à me contacter directement, je vous donnerai mon mail en fin de présentation. Donc avec plaisir d'échanger avec vous, ou de me corriger, ou autre, n'hésitez pas. Alors avant de commencer, quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Olivier Buchette, j'ai 43 ans, donc je suis de Metz. Et je travaille actuellement dans le cadre d'une société que j'ai fondée, Sonopraxis, depuis plusieurs années, 4 ans, oui, dans lequel je donne des cours et des conférences de médiation technologique et scientifique, essentiellement autour du digital et puis certains sujets scientifiques. La transformation 4.0, l'interaction homme-machine, l'intelligence artificielle ou encore la blockchain. Je réalise également du support à la gestion de l'innovation auprès de startups et d'incubateurs. Et puis j'ai une activité dans les arts numériques, notamment la musique assistée par ordinateur. Alors je vais donc vous parler de suprématie quantique. Vous avez probablement entendu ce terme en fin d'année dernière. En octobre 2019, en fait, dans Nature, un gros journal de référence pour les publications scientifiques, un article est sorti de Google qui annonce avoir atteint un jalon, c'est-à-dire un point d'avancée forte dans l'informatique quantique, portant sur le fait qu'ils ont réussi à faire tourner un ordinateur qui fonctionne sur base des étranges et fantastiques principes de la physique quantique que nous allons discuter tout à l'heure, qui a été capable de réaliser très rapidement un calcul qui lui aurait été impossible à faire dans un temps raisonnable, selon l'informatique traditionnelle. Même par le meilleur superordinateur qu'on possède actuellement, c'est-à-dire le Summit d'IBM. Donc typiquement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi en 200 secondes à calculer, à produire des nombres aléatoires sur base donc, de lois de la physique quantique appliquées à l'informatique, qui auraient pris, d'après leurs calculs, 10 000 ans s'il avait été réalisé sur Summit d'IBM. Donc ils disent avoir atteint la suprématie quantique, c'est-à-dire avoir réussi à faire tourner un programme, selon les règles de l'informatique quantique, qui va prouver l'extraordinaire supériorité qu'on pressent de ce type d'informatique par rapport à l'informatique traditionnelle, en termes de puissance de calcul. Donc bon, la réponse d'IBM n'a pas tardé. Quelques jours après, ils annoncent que d'après leurs estimations, ça aurait en réalité pris 2 jours et demi, et non pas 10 000 ans. Donc vous voyez qu'il y a un gros gap entre les deux. Néanmoins, la performance de Google reste remarquable, même si on reste sur 2 jours et demi. On compare 200 secondes à 2 jours et demi. On est à des ordres de grandeur quand même inférieurs. Et la performance est là, hein. Donc l'informatique quantique, c'est quelque chose qui est pressenti comme étant une nouvelle ère de l'informatique. L'article de Google et d'autres acteurs, hein, ils sont nombreux autour de la table depuis quelques dizaines d'années à travailler le sujet, nous explique que ce nouveau paradigme devrait faire basculer des pans entiers de l'économie et de la technologie. Donc on est sur une nouvelle manière fondamentale de faire de l'informatique, par le biais d'apport d'une puissance de calcul qui est singulièrement plus importante et qui nous aidera par exemple pour bien développer nos connaissances en chimie, dans les matériaux, dans la logistique, l'intelligence artificielle bien sûr, ou encore par exemple la cryptographie, si précieuse pour la protection de nos communications et pour notre Internet finalement. Alors l'informatique quantique, elle en est encore qu'à sa petite enfance, on va dire. L'enjeu actuel, vous voyez que c'est de définir un test pour savoir déjà premièrement est-ce qu'on a vraiment cette supériorité qui est prouvée. Le concept de la suprématie quantique est exprimé, on sait ce qu'on veut faire, on veut faire quelque chose qui montre que c'est bien plus puissant. Mais par contre, les modalités d'évaluation, vous voyez qu'elles ne sont pas définies, puisque dans un cas de figure, on a 10 000 ans, dans l'autre, on a 2 jours et demi. Donc il y a encore énormément de discussions sur le sujet. Ces discussions, cette compétition, en fait, se fait entre de multiples acteurs, hein. Tous les gros players sont autour de la table, Google, Intel, IBM, Amazon, etc. Beaucoup de startups, un domaine vraiment en développement.
L'ensemble cherche à atteindre ce jalon, à être le premier à montrer qu'il a maîtrisé ce nouveau régime, le régime d'informatique quantique. Alors, en complément d'information, la grosse excitation qu'il y a eu pour l'annonce de Google, elle vient aussi du fait que cette publication a d'abord fuité sur le site de la NASA. La NASA qui est partenaire de cette étude. Donc elle a été publiée sur le site de la NASA et très, très rapidement retirée. Je crois que c'est dans la journée, quelque chose comme ça. Sans commentaire. Et ensuite, elle a été publiée dans Nature. Donc est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une fuite intentionnelle ou pas? Est-ce que c'est une culture du buzz, cette première publication sur le site de la NASA? On ne sait pas. En tout cas, voilà aussi qui a participé à cette excitation, ce mystère un peu. Alors si on regarde la publication, vous voyez qu'il y a beaucoup d'auteurs, hein. On est entre 75 et 80 auteurs. Donc il y a Google, la NASA, des universités américaines, hein, Caltech en Californie, Oak Ridge dans le Tennessee, des universités du Michigan, de l'Illinois, et puis on a aussi l'Allemagne, qui est les chercheurs de l'Allemagne qui sont cités comme auteurs co-auteurs de la publication. L'article porte beaucoup sur la partie expérimentale. Donc il nous explique comment ils font et comment ils vérifient. Donc c'est un article très technique. On parle de réplication d'opérations logiques, la maîtrise de ces opérations. On va parler de synchronisation entre des qubits. On discutera ça tout à l'heure. Des circuits de vérification, beaucoup de benchmarking. Voilà. On essaye de montrer qu'on a réussi à atteindre un point et on montre qu'on a maîtrisé ce point et qu'on peut le comparer à une informatique traditionnelle. Donc voilà, globalement, l'informatique quantique, c'est un nouveau paradigme, une nouvelle manière fondamentale de faire les choses qui doit par essence composer avec l'incertitude et la probabilité. Et ça, c'est la grosse particularité du monde quantique. C'est un monde qui est défini par beaucoup, fondamentalement défini par l'incertitude, la probabilité. Et donc ça engendre une nouvelle manière de faire nos calculs, en fait, en derrière. D'où un changement de paradigme, en fait. On doit changer la manière de penser les choses. Donc voilà, je vous propose de discuter dans un premier temps, en dehors de l'informatique, discuter d'abord physique classique, puis physique quantique, pour voir un peu toutes ces propriétés exotiques qui sont dans l'infiniment petit. Et ensuite, on va discuter informatique traditionnelle, puis informatique quantique, continuer à discuter autour de ce jalon suprématie quantique. Pour ensuite faire un état des lieux sur les usages compressants, et puis finir par quelques-uns des acteurs actuels qui travaillent sur le sujet. Alors commençons par la physique. Le terme physique vient du grec physikos, désolé pour ma prononciation grecque si c'est le cas, qui signifie relatif à la nature. Donc c'est donc l'étude de ce qui se rapporte aux lois de la nature, aux propriétés de la matière, de l'énergie, l'étude des mouvements des corps, l'ensemble des règles du jeu du monde matériel qui nous entoure, en se basant notamment sur le langage mathématique, très pratique pour développer les théories physique. C'est donc une science théorique et expérimentale qui décrit, étudie un ensemble de champs très vastes, puisqu'il s'agit là d'étudier la nature. Par exemple, le mouvement d'une patineuse ou d'un couple de patineurs sur glace, les propriétés et le fonctionnement d'un moteur, les propriétés thermodynamiques, mécaniques, thermiques au sein de ce moteur, ou encore la naissance des étoiles dans l'univers. Donc un champ extrêmement vaste qui s'intéresse à la matière, à l'énergie, au temps et aux interactions entre les corps. Regardons maintenant quelques-uns des physiciens les plus célèbres de l'histoire. Parmi les plus célèbres, il y en a évidemment des tonnes, mais on peut citer par exemple Galilée, qui a été inventeur de la lunette astronomique et ses travaux sur l'astronomie en général, notamment connu pour être aussi fervent défenseur de l'héliocentrisme de Copernic, donc ce nouveau modèle, nouveau paradigme de représentation des sphères célestes, qui plaçait lui le Soleil au centre de l'univers, plutôt que la Terre au centre de l'univers. Il a donc étudié aussi l'équilibre et le mouvement des corps solides, et il était partisan d'une écriture possible du livre de la nature selon le langage mathématique. La nature peut être écrite en langue mathématique. Un deuxième physicien très célèbre, Isaac Newton, ses travaux sur l'optique, très, très célèbre pour ses travaux sur l'optique. La mécanique également, donc la mécanique c'est l'étude des équilibres et des mouvements des corps. Toujours la mécanique céleste. Il est aussi bien connu pour ses travaux sur la gravité, avec notamment la chute des pommes, qui l'ont fait penser à une attraction par le centre de la Terre de la pomme. Et il théorisait aussi ce qu'il a appelé le système monde, donc une approche agrégée de connaissances
pour définir un métasystème, le métasystème monde. Enfin, on peut citer Albert Einstein, qui lui a travaillé de l'atome à la cosmologie, donc de l'atome aux étoiles. Il avait eu de grosses réflexions sur l'éther, une substance qu'on pensait à l'époque, donc une substance impalpable qui était utilisée pour la propagation des forces, par exemple. Donc il a réfléchi là-dessus. Et il est surtout connu, entre autres, pour ses travaux sur la relativité. Donc ces travaux-là sont une rupture avec la physique newtonienne classique, on va dire, qui était basée sur un temps et un espace absolu. Einstein a dit non, le temps et l'espace ne sont pas absolus, ils forment même un ensemble qu'on peut appeler l'espace-temps et dépendent. Il y a des dépendances entre l'un et l'autre. Il a donc aussi travaillé derrière sur l'équivalence masse-énergie. Et très concrètement, en fait, ça a donné lieu au GPS, par exemple, avec des corrections d'horloge nécessaires pour pouvoir bien positionner et les satellites et donner des informations précises sur la localisation des objets sur la planète. La physique quantique, elle, prend naissance au milieu du 19e, début du 20e siècle, avec entre autres les travaux de Boltzmann, Planck, Bohr, Einstein et plein d'autres, sur des questions qui sont relatives au rayonnement électromagnétique, comme la lumière, la structure de l'atome, l'énergie à ses échelles, et les interactions au rayonnement matière, par exemple. Sur ces questions, en fait, la physique classique butait. Ce qui se passe, c'est quand on regarde la nature aux échelles très petites, donc typiquement sous le milliardième de mètre et en dessous, donc l'atome un petit peu au-dessus et puis en dessous de l'atome. Les descriptions classiques qu'on pouvait avoir avec la physique newtonienne des forces, des interactions, de l'objet particule lui-même, deviennent de moins en moins précises, adaptées, correctes. Elles représentent de manière insatisfaisante en fait les phénomènes observés, les expériences qui sont réalisées. Par exemple, à ces échelles, des particules donc, si on considère ces particules comme étant soit des corps finis, donc des sphères avec un volume défini, ou à l'inverse plutôt comme des ondes, des vagues, avec des effets à distance, si on considère les particules comme étant soit l'un, soit l'autre, ce modèle, séparant, est incomplet. Il ne reflète pas les résultats des expériences. Donc ces propriétés-là très particulières, quand même, ont nécessité de développer une nouvelle branche de la physique. Cette branche, initialement, était très mathématique, elle le reste encore. Et sa particularité, notamment, c'est qu'elle est fortement, très fortement, basée sur des statistiques et des probabilités. Donc cette physique s'étudie notamment dans les synchrotrons. Vous avez peut-être déjà vu ces structures, ces gros anneaux. Il y en a quelques-uns sur la planète. Ce qu'on appelle des accélérateurs de particules. Donc ici, à l'intérieur, ce qu'on cherche à faire, typiquement, c'est faire se déplacer les particules de plus en plus vite, les accélérer, pour essayer de se les faire s'entrechoquer, pour éventuellement réussir à les briser, pour aller chercher le plus petit indivisible. La plus petite particule qu'on n'arrivera pas à casser, une particule fondamentale. On va aussi étudier les interactions entre les particules au sein de ces synchrotrons, par exemple, faire tout un tas de tests. Mais voilà, c'est typiquement dans ces structures qu'on va bien étudier de manière fondamentale cette physique quantique. Et puis de manière très concrète, alors, des effets de cette physique quantique sont par exemple le laser, ou alors le microscope à effet tunnel, un type de microscopie qui permet d'aller bien regarder la matière à des échelles très petites. Cette physique quantique est donc composée, définie énormément par les mathématiques, et donc les conclusions mathématiques. Et ces conclusions sont progressivement vérifiées, en fait. On avance, on valide des théories, mais ces conclusions posent de grandes difficultés à être conceptualisées pour être accessibles à la raison, à l'entendement. Car si on raisonne comme on comprend le monde à notre échelle, d'après les règles que je connais depuis que je suis né, je ne peux être que ici ou là, je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Ces règles-là, dans le royaume du quantique, sont tout à fait perturbantes parce qu'elles sont tout à fait différentes en fait. Notamment, donc, comme je disais tout à l'heure, dans le royaume du quantique, les mathématiques vont imposer de considérer la probabilité, l'incertitude, non pas comme un manque de connaissances qu'on pourra surmonter un jour ou l'autre, puisqu'on aura de meilleurs équipements de mesure par exemple, mais bien plus au contraire comme un des fondements même de la réalité qu'on observe. La réalité a une composante par nature indéterminée. On ne peut pas tout connaître, précisément, par la mesure, sur l'ensemble des particules qui nous composent.
Donc ça commence à être un peu dérangeant quand on a une physique une science même qui a pour but, pour certaines personnes, une science qui a pour but d'avoir une connaissance absolue des phénomènes en fait. Là va nous échapper une grande part de réalité. Et c'est pour ça, pour essayer de expliquer ces concepts perturbants, qu'on a des représentations de ces phénomènes, comme typiquement le fameux chat qui peut être à la fois mort et vivant dans le même temps. Donc ça, quelque chose qu'on a du mal à saisir. Ou alors des univers parallèles, pour expliquer des réalités qui fourchent, mais qui sont en même temps correctes, mais donc des mondes parallèles. Ou encore, ce qui représente bien ces particularités conceptuelles, ce changement de manière de voir les choses. Si on regarde ici le tableau des particules élémentaires, et qu'on regarde le nom de certaines de ces particules, on va avoir une particule qui s'appelle charme, et l'autre étrange. Donc ces noms-là ont été donnés par des physiciens tout à fait solides et non poétiques, en termes de mathématiques par exemple. Et pour autant, la perturbation est si forte qu'en fait, les concepts mêmes ont des noms qui relèvent d'une certaine poésie, quoi, en fait. Donc voilà, ce monde quantique, ces règles quantiques décrivent les règles du monde qui régissent les particules qui nous composent, avec des règles fantastiques. Ils décrivent aussi les interactions qu'on a quotidiennement, nous, chaque être humain, avec les rayonnements cosmiques, par exemple, qui nous traversent. Donc, ce changement profond de paradigme met l'intuitivité et la logique classique à l'épreuve et nous montre un monde qui est fantastiquement plus étonnant que la surface des choses qu'il représente. Donc actuellement, c'est une science qui est peut-être probablement à peine entrée dans l'âge de la petite enfance. On a bien avancé depuis un bon siècle, mais le champ des possibles est énorme. Et les implications derrière sont énormes. Alors évidemment, d'un point de vue scientifique et technologique, c'est sûr. Mais peut-être plus intéressant, c'est parfaitement révolutionnaire également dans ses implications philosophiques en réalité. Et plus précisément, peut-être même métaphysiques. L'étude de ce qui dépasse nos sens. La connaissance de ce que les choses sont en elles-mêmes, par opposition aux apparences qu'elles représentent. Et c'est précisément bien plus en ces considérations que s'expriment toutes les étrangetés, tout le côté perturbant et fou en apparence de la physique quantique. Donc je vous propose maintenant de regarder quelques-unes de ces propriétés qui régissent ce monde fascinant, et certaines de ces propriétés qui sont mises à profit dans l'informatique quantique. Commençons par une première propriété qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Ce qu'on a sous les yeux là, c'est une expérience qui a permis de montrer des lacunes, on va dire, dans les modèles de la physique classique, pour expliquer le phénomène qu'on observait quand on étudiait la lumière à travers cette expérience. Elle est représentée ici avec un laser. Jung n'avait pas de laser à la base, mais le principe est le même. Donc, considérons qu'on pointe un laser sur un premier écran qui est composé de deux fentes fines et rapprochées. Et on va regarder sur un deuxième écran ce qu'on observe comme motif suite à la traversée du laser par ce premier écran composé des doubles fentes. Ce qu'on observe en fait, c'est une alternance de bandes plus ou moins noires, grises, blanches, qui traduisent un comportement ondulatoire. C'est comme si c'était des vagues. Donc ce qu'on appelle les ondes. Ok. Maintenant, plaçons entre les deux écrans un détecteur photoélectrique, donc un capteur pour mesurer ce qui passe entre les deux écrans. On va regarder ce qu'on obtient, et ce qu'on obtient en fait, c'est une succession de mesures, des petits points. On n'est plus dans un comportement de type onde, mais on a régulièrement des impacts sur le détecteur, comme si la lumière, le laser, était composé en fait de particules. Même type d'expérience, mais cette fois-ci avec des électrons. En haut à gauche, au début, on a bien des particules, un comportement de type particulaire, fini, des petits points. Et au fur et à mesure que l'expérience progresse, on voit apparaître les ondes, les franges d'interférence. Donc là, on a la représentation de ce qu'on appelle cette dualité onde-corpuscule. Dualité parce que le même objet, le même phénomène, doit être compris comme étant quelque chose de propriété ondulatoire, propriété corpusculaire. Donc du coup, la représentation des particules a dû évoluer.
En 1800, on a ressorti le modèle des Grecs, de la Grèce antique, qui supposait que la matière était composée de particules indivisibles, insécables, qu'on appelait atomos, les atomes. On progresse dans la connaissance. On se rend compte, en fait, une centaine d'années après, que à l'intérieur de ces atomes, en fait, il y a des choses plus fondamentales. L'atome n'est pas une particule insécable, mais il est composé, par exemple, d'un noyau et de plusieurs électrons qui tournent autour de ce noyau. Et on se rend compte que ces électrons, par exemple, ne peuvent être qu'à des positions précises, à des distances précises par rapport au noyau. Ils ne peuvent pas prendre toutes les distances, ils ne peuvent pas se mettre à toutes les distances possibles par rapport au noyau. Et maintenant, voilà les représentations qu'on a à notre époque de ces particules. Donc vous voyez que c'est pas simple de se représenter cette dualité en corpuscule, mais en haut à droite, on a quand même une bonne représentation. Il faut imaginer les particules qui nous composent, et qui composent l'ensemble des choses dans notre univers, comme étant des objets qui ont à la fois donc un comportement d'onde et aussi de particules, de corps. Regardons maintenant un deuxième concept très particulier, celui de superposition. Quand on étudie les mouvements des objets du quotidien, par exemple un ballon de foot, on va considérer sa position, sa vitesse, son sens de rotation, son énergie, comme des quantités bien définies. On sait très bien qu'à chaque instant, elles ont toutes ces propriétés, donc par exemple la position, une valeur unique, définie. Si on applique les lois de la physique traditionnelle, par la gravité, et puis les conditions initiales avec lesquelles le joueur ou la joueuse a tapé le ballon, l'angle au début, etc., on est capable de prédire la position qu'il va avoir à l'instant suivant, en suivant des règles de physique classique. On dit donc que ces objets ont des propriétés déterminées. En revanche, pour les particules élémentaires, il faut changer cette manière finie, parfaitement connue, car toujours un seul unique possible, de considérer les choses. Par exemple, contrairement au ballon de foot, une particule doit être pensée comme étant dans un mélange apparent de plusieurs états. Prenons le cas d'une particule quelconque et on va regarder son sens de rotation, l'équivalent d'un sens de rotation, ce qu'on appelle le spin. Elle peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Et la mécanique quantique nous dit que tant qu'on ne l'a pas regardée, la particule doit être considérée comme tournant dans les deux sens à la fois, d'une certaine manière. Elle tourne dans les deux sens à la fois, avec chaque sens sa probabilité, en fait, de tourner dans le sens-là. Et donc, on a là ce qu'on appelle une indétermination. On ne peut pas déterminer précisément le sens de rotation d'une particule tant qu'on ne l'a pas mesurée. Donc, en mécanique quantique, et c'est ça la grosse différence, c'est que les objets sont dits indéterminés. Et ils peuvent être dans plusieurs états opposés en même temps, tant qu'on ne les a pas mesurés. On considère aussi que quand on a fait cette mesure, tous ces états possibles, cette superposition quantique s'effondre, on parle d'effondrement, et que la particule va se figer, se mettre à un certain endroit quand on l'aura regardé. La mesure va révéler en fait la particule à un endroit particulier. Donc ça, c'est conceptuellement perturbant de devoir considérer que, premièrement, avant d'être mesurées, les particules élémentaires, qui composent l'ensemble des choses dans cet univers, donc finalement la réalité, doivent être considérées comme dans plusieurs états possibles, et que c'est le fait de les observer qui va nous permettre de savoir, de définir à quel état elle est au moment de la mesure. Et donc ça, c'est perturbant, parce que ça veut dire qu'en fait, on a tout un inconnu qui nous échappe. On ne peut pas savoir les choses tant qu'on ne les a pas regardées, l'état des choses tant qu'on ne les a pas regardées. Et c'est pour illustrer cette incohérence fondamentale avec la perception, avec l'entendement classique, comment considérer qu'une chose peut être à deux endroits à la fois, que Schrödinger a pensé avec Einstein la fameuse expérience du chat. Donc là, l'idée, c'était d'expliquer, avec un objet à notre échelle, qu'on connaît bien, le chat, et non pas des particules élémentaires, d'expliquer ce principe de superposition et de montrer sa difficulté, en fait, son incohérence, à leurs yeux. On va prendre un chat qu'on met dans une boîte. Donc le chat est vivant, on le met dans une boîte. Et on met un mécanisme dans cette boîte, à côté du chat, qui régulièrement va faire comme une loterie, et le chat aura une chance sur deux, en fait, de mourir à cause de ce mécanisme, le pauvre. On a un mécanisme qui, objectivement, aura une chance sur deux de le tuer, mais on devrait considérer que tant qu'on n'a pas regardé ce qu'il en était, même si le chat est mort dans la boîte,
on devra tout le temps considérer qu'il est vivant ou mort, superposition de deux états du chat. Ce qui est perturbant, c'est de se dire, le chat ne peut être que dans un seul état, vivant ou mort. Et comment comprendre que c'est le fait de le regarder qui va dire s'il est vivant ou mort? Alors qu'à l'intérieur, il y a bien un mécanisme qui, lui, va forcément le laisser vivant ou mort. Tout ça, c'est objectif. Et pourtant, ce serait le fait de mesurer qui définirait finalement, qui choisirait entre l'état vivant ou mort. Donc ça, c'était une expérience de l'esprit pour montrer la difficulté de se représenter ce concept, quoi. Parce que derrière, c'est très perturbant, en fait. Ça veut dire que si ce principe de superposition est vrai, ça veut dire qu'il va rendre impossible, en fait, des mesures à coup sûr de la réalité. Se baser sur un passé pour connaître le futur d'après des lois, ça n'est pas possible, puisqu'à chaque fois, on devra considérer que plusieurs états sont possibles, et que c'est juste en les observant qu'on pourra avoir une meilleure connaissance. Donc c'est gênant, dans une science qui se veut prédictive, par exemple. Ça veut donc dire aussi, derrière, qu'il y a toute une réalité qui va nous échapper. Et voilà maintenant un bon point d'entrée pour introduire l'informatique quantique. Donc, les ordinateurs classiques utilisent des bits pour représenter l'information. Donc ils manipulent les bits, et les bits, c'est des objets qui peuvent avoir deux valeurs, soit de 0, soit de 1. Donc on utilise des niveaux de tension au sein du processeur pour se représenter 0 ou 1, un niveau bas, un niveau haut dans la tension. Le processeur va utiliser des transistors pour faire ses calculs. Donc ces transistors vont être chargés de laisser passer ou pas de l'information. Donc on va faire des opérations sur l'information. Bon, ça va indiquer donc à l'algorithme les 0 et 1 à traiter. Un ordinateur quantique, lui, va aussi se représenter l'information à base de 0 et puis de 1. Mais il va implémenter physiquement ces états 0 ou 1 en utilisant des propriétés quantiques, donc de particules subatomiques. Ces propriétés, ça va être par exemple le sens de rotation d'électrons, ce spin, ça peut être la polarisation de photons, donc différentes technologies. Mais comme ces propriétés sont décrites par la mécanique quantique, l'état 0 et l'état 1, en fait, doivent être considérés comme étant des états superposés. Ça veut dire qu'un qubit va être vu comme à la fois 0 et à la fois 1 tant qu'il n'a pas été mesuré, avec 0 et 1 ayant chacun des probabilités différentes. Donc c'est une grosse différence en fait avec le bit classique. Le bit ne peut être que 0 ou que 1, alors que le qubit, lui, va être une superposition de 0 et de l'état 0 et de l'état 1. Cet état-là, superposé, est valide. On doit le considérer comme étant la réalité, tant qu'on n'a pas fait la mesure. Alors cette propriété de superposition au sein des qubits est fondamentale pour l'informatique quantique. Donc, pour l'illustrer, on peut considérer le cas d'un programme qui permet de trouver la sortie d'un labyrinthe. En informatique classique, le programme va tester l'ensemble des chemins possibles jusqu'à trouver le bon, en gardant en mémoire les chemins qu'il a déjà testés et qui ne sont pas valides. Il va tester une à une les combinaisons de 0 et de 1 qui l'amèneront à la sortie. En informatique quantique, les tests vont être superposés. L'ordinateur quantique peut essayer tous les chemins en parallèle. Tous les états qui exécutent tous les itinéraires possibles vont être superposés en même temps, y compris l'état qui va jusqu'au bout. Donc c'est comme si on avait un parallélisme massif en fait. Prenons un autre exemple, si on souhaite écrire un nombre sur 3 bits, donc en binaire, prenons le cas du nombre 5, écrit sur 3 bits, donc cette séquence de bits sera 1, 0, 1, donc le premier bit à 1, le deuxième à 0, le troisième à 1. Donc ok, on a stocké le nombre 5 sur ces 3 bits, mais les 3 bits là pourront stocker qu'un seul nombre à la fois. Chacun ne peut avoir qu'un seul des deux états, donc on pourra stocker qu'un seul nombre à la fois sur ces 3 bits. En comparaison, un ensemble de 3 qubits, il va faire cohabiter, par superposition, les états 0 et 1 pour chacun des qubits. Et donc, c'est comme si on pouvait stocker, sur 3 qubits, 2 fois 2 fois 2 égale 8 nombres à la fois. Donc 3 bits nous permettent de stocker un nombre, 3 qubits nous permettent d'en stocker 8. Revenons maintenant à la physique quantique pour discuter une nouvelle propriété tout aussi intéressante et peut-être bien plus folle encore que les autres, ce qu'on appelle l'intrication quantique. Donc là, il s'agit d'un phénomène dans lequel deux particules, ou groupes de particules, qui ont été produites par une même source, par exemple,
vont former un système qu'on dit lié. C'est-à-dire que les deux particules vont présenter des propriétés, la vitesse, la rotation, qui vont dépendre l'une de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Donc ça veut dire qu'il existe des corrélations à distance entre les propriétés physiques de ces particules pourtant distinctes. Donc deux objets intriqués A et B ne sont pas indépendants, même s'ils sont séparés par une grande distance. Il va falloir considérer A plus B, A et B, comme un système unique. Par exemple, dans un tel système, on va dire que le spin sera toujours nul. Ça veut dire que si A tourne dans un sens, B va tourner dans l'autre. Tant qu'aucun des deux éléments, A et B n'interagit avec un autre système, tant qu'ils restent tranquillement là où ils sont, on va dire, ils vont continuer à partager les propriétés intriquées. Donc avec une paire de photons intriqués, une mesure qu'on va effectuer sur un photon, un des deux, va instantanément avoir un effet sur l'autre photon, sans avoir à attendre un délai de transmission d'informations entre les deux quantums. C'est ce qu'on appelle le principe de non-localité des propriétés quantiques. Alors ça, c'est une question aussi extrêmement perturbante. Elle est vraiment au cœur des discussions philosophiques sur l'interprétation de la mécanique quantique. Einstein lui-même était parfaitement étonné et surpris par cette propriété. Il l'a appelée l'action effrayante à distance. Bon, force est de constater qu'elle a été vérifiée plusieurs fois, cette action à distance. Depuis une quarantaine d'années, les distances à laquelle elle est vérifiée ne cessent d'augmenter. Alors on l'a d'abord constatée en laboratoire, puis en 2017, donc récemment, elle a été expérimentée par un satellite chinois. Le satellite a envoyé des paires de photons intriqués depuis l'espace. Ces photons ont été réceptionnés chacun dans une station sur Terre. Les stations étaient séparées de 1200 km et les photons restaient intriqués. Donc on a mesuré les photons sur la Terre à une distance de 1200 km et ils restaient liés malgré cette énorme distance. Donc c'est sûr que c'est étonnant. Très concrètement, cette propriété, elle est intéressante, parfaitement intéressante pour la cryptographie, par exemple. Donc la cryptographie, c'est la protection des messages entre deux personnes, la préservation du secret. De nos jours, il est possible de se baser sur les propriétés de l'intrication quantique entre les particules pour savoir si une personne a espionné la ligne entre les deux individus. Prenons le cas d'Alice et de Bob, deux personnes qui veulent échanger une information. Donc ils s'échangent un message qui est protégé quantiquement. Si entre les deux, il y a un agent espionnant, appelons-la Eve, donc pour espionner, elle va faire une mesure. Et quand elle va faire la mesure, en fait, l'intrication va s'arrêter. Donc Alice et Bob pourront détecter qu'ils ne sont plus en fait intriqués. Ils n'ont plus une relation entre eux. Et ils pourront donc savoir que l'intrication ayant été rompue, quelqu'un est venu observer la ligne. Alors ils ne sauront pas qui, mais ils sauront que ça s'est passé. Donc voilà, l'intrication quantique, qu'Einstein il avait des soucis avec, en fait, est constatée, a des applications tout à fait concrètes, et c'est une des propriétés parmi les plus folles. À distance, on va agir si on a à la base du commun. Bon, revenons maintenant à nos qubits, et regardons l'intrication des qubits. Quel est l'impact de l'intrication sur les qubits ? Donc considérons deux qubits qui forment un système lié parce qu'ils sont intriqués. Ils ont donc des états quantiques qui dépendent les uns des autres, quelle que soit la distance qui les sépare. Alors en termes d'informatique classique, ça reviendrait à avoir une porte logique qui relie le premier bit au deuxième, par exemple. Une porte logique, c'est quelque chose qui va laisser passer ou pas l'information en fonction de ses entrées. Mettons que je prenne la porte qu'on appelle E. Si j'ai 1 à l'entrée 1 et 1 à l'entrée 2 de cette porte, alors après la porte, passe l'information 1. Si je n'ai que 1 et 0 sur les deux entrées, alors j'ai 0. Il me faut 2 1 en entrée pour avoir 1 1 en sortie. Donc ces portes qu'on appelle des portes logiques, il y en a beaucoup, enfin plusieurs, portes et ou, non ou, etc. Elles existent aussi en informatique quantique. Donc on a des portes quantiques, une porte logique quantique. C'est un circuit quantique élémentaire qui va opérer sur un petit nombre de qubits. Et en fait, ça va permettre d'intriquer plus ou moins, de mettre en relation plus ou moins les qubits. Et c'est en jouant sur cette propriété-là, de, premièrement, superposition des états des qubits, comme on a vu tout à l'heure,
et d'intrication des qubits entre eux, qu'on va pouvoir réaliser des opérations au sein de l'ordinateur quantique. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir paralléliser les calculs à un niveau inégalé comparativement aux meilleurs supercalculateurs classiques, donc quand on aura atteint cette fameuse suprématie quantique. Et c'est pour ça qu'on pense que certaines tâches, donc des calculs difficiles, qu'on a longtemps considérés comme étant impossibles, pratiquement impossibles, ou en tout cas dans un temps beaucoup trop long, ou alors même des problèmes insolubles, pour des ordinateurs classiques, pourraient être accomplis de manière bien plus rapide, alors déjà être accomplis, et ensuite bien plus rapide et efficace, efficiente, par un ordinateur quantique. Et regardons maintenant une dernière propriété du monde quantique que je vous propose de discuter ici, car le plus important dans un calcul, c'est bien d'avoir son résultat. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui a été rebaptisé après en théorème d'indétermination, parce qu'en fait il est démontrable. Donc c'est pas un principe en soi, c'est plutôt un théorème. Bon, peu importe. Ce principe, il va nous dire qu'en mécanique quantique, certains couples de quantités physiques, comme par exemple la position, le x qu'on a à l'écran, et la quantité de mouvement, le p. Donc la quantité de mouvement, le produit de la masse et de la vitesse, donc mettons que ce soit la vitesse, d'accord ? Donc il nous dit que la position et la vitesse, par exemple, ne peuvent pas être mesurées en même temps avec la même précision. Si on prend le cas d'un vélo qui roule, qui est supposé donc avoir à tout moment une position et une vitesse parfaitement définies, c'est plus le cas pour un électron ou un photon. Plus on a de connaissance, de certitude sur sa position, moins on peut en avoir sur sa quantité de mouvement, sur sa vitesse. Et réciproquement. Si je connais bien la vitesse, le vecteur vitesse par exemple de ma particule, alors je ne sais pas où il est. Donc, voilà, plus exactement, on ne peut pas mesurer les deux propriétés, des couples de propriétés, on ne peut pas les mesurer avec une précision qui serait supérieure à ce que permet la relation d'incertitude d'Heisenberg. Donc une constante de Planck, divisée par 2. Donc on est en train de dire là que le produit des incertitudes que je fais sur ma position et ma vitesse ne peut être que supérieur ou égal à une certaine grandeur qui est indépendante de l'humain, qui est indépendante de la machine, qui est indépendante de n'importe quel phénomène que l'humain dont il pourrait être responsable. Donc c'est quelque chose d'universel plutôt. Donc on essaye d'expliquer, conceptualiser ce principe très particulier par exemple ce qu'on appelle l'effet de l'observateur. Lorsqu'on mesure la position d'une particule, on va affecter son mouvement. Pour pouvoir observer quelque chose, il faut qu'il y ait visibilité, il faut qu'il y ait une interaction. Donc on va projeter quelque chose sur notre particule et puis on va avoir une réponse. Le fait de projeter quelque chose sur cette particule, donc par exemple un faisceau de lumière, donc on va avoir ici un objet qui va permettre de mesurer la particule, qui aura la taille de l'objet qu'on mesure. Le fait de le mesurer va changer son état général. Donc l'état général, c'est la somme de toutes ses propriétés, donc position, vitesse, autres, toutes les propriétés qu'il peut avoir, on appelle ça l'état général. Chacune de ces propriétés, on appelle ça des observables. En le mesurant, en quelque sorte, le quantum, il va se rabattre sur un état de base le plus proche de son état avant la mesure. On peut le voir comme ça. On le force. C'est pas qu'on le force, mais il se met à une position, quoi. Donc l'état pur avant la mesure, c'est une combinaison d'états de base du quantum. On a une superposition de plein d'états différents. Ça forme l'état pur. En le mesurant, donc en mesurant une de ses propriétés, une de ses observables, par exemple la vitesse, on va écraser, on parlait tout à l'heure d'effondrement, écrasement, on va écraser l'ensemble des possibilités qu'a la particule sur tous les autres observables. Donc, si je mesure la vitesse, j'écrase tous les possibles sur la position. On les fige, tout à une seule valeur. On va donc réduire les possibles. Et on peut accéder avec précision qu'à un seul de ces observables couplés. C'est ce que nous dit le principe d'indétermination d'Heisenberg. Donc cette notion de réduction, de réduire les possibles, c'est directement l'application de ce principe, à savoir, la mesure de l'état d'un quantum va influer sur la grandeur à mesurer dans l'infiniment petit,
Et ça, c'est pas le cas à l'échelle classique, dans la mécanique newtonienne classique. Si je mesure ma vitesse sur mon compteur de voiture, je peux quand même connaître ma position, malgré la mesure que j'ai faite sur ma vitesse. Voilà donc encore quelque chose de bien perturbant dans notre rapport à la réalité que c'est ce théorème d'indétermination. Donc elle ne pourra jamais être connue avec une précision infinie sur l'ensemble de ses paramètres. Les paramètres, les observables, sont liés entre elles. Et on ne peut pas savoir précisément ce qui est inobservable si on en a déjà mesuré une autre qui lui était liée. Donc c'est les mathématiques de la physique qui nous l'imposent. Donc ajoutons ça à la superposition qui fait que tant qu'on n'a pas mesuré, plusieurs états existent sur nos différents observables. Donc on a là devant nous une grosse quantité d'incertitudes en fait qui apparaissent, de non-maîtrise, de non-connaissance plutôt, de la réalité. Et ça défie en fait bien une science qui s'est donnée pour objectif d'avoir une compréhension complète, totale de la réalité. Donc comment est-ce qu'on arrive à intégrer cette indétermination des phénomènes quand on est physicien et qu'on souhaite justement s'atteler à la tâche de comprendre la nature? Comment est-ce qu'on arrive à vivre avec ça, sachant qu'on ne pourra jamais accéder à l'ensemble du savoir? Par essence de l'objet qu'on regarde, il nous échappera, pour partie. Donc différentes écoles pour vivre avec ça. Une première qu'on peut qualifier de l'école de l'acceptation, c'est l'interprétation de Copenhague, donc un groupe composé de certains des premiers physiciens qui ont donné naissance à la physique quantique au début du XXe. Elle est aussi appelée Shut Up and Calculate, cette école, donc tais-toi et calcule. Donc pour cette école, effectivement, l'incertitude, elle est inhérente à la réalité, on l'accepte, c'est comme ça. On ne peut effectivement rien savoir d'une particule tant qu'on ne l'a pas mesurée, et on arrive à vivre avec sans aucun problème. On fait nos calculs. Donc c'est ce qu'on appelle une interprétation instrumentaliste. Donc dans ce type d'interprétation, les scientifiques considèrent qu'une théorie, elle devrait être évaluée à la manière dont elle explique les phénomènes, mais pas à la précision avec laquelle elle va permettre de décrire la réalité objective. Donc elle nous explique bien les choses, et qu'on n'arrive pas bien à la mesurer, c'est pas grave. Donc Heisenberg, c'était un instrumentaliste. Donc pour lui, la science va prédire les résultats des expériences, elle va nous aider à prédire des réponses de la nature aux questions qu'on lui pose, elle va décrire la nature telle qu'on l'observe et qu'on la mesure, mais elle va rien nous dire sur la nature telle qu'elle est réellement. Elle ne va pas nous expliquer le sens de la nature. Et c'est très bien comme ça. Une deuxième école, qui est plutôt, qu'on pourrait qualifier l'école du rejet, qui considère en fait qu'il y a des incohérences donc, dans ces lois. Donc typiquement, Einstein était de cette école. Donc pour Einstein, la science, elle va décrire la réalité telle qu'elle est, et pas seulement telle qu'on l'observe. La science est le livre objectif, complet, de la nature. C'est pas simplement une observation de la nature. Donc il avait des réticences fortes, on peut imaginer, envers cette interprétation de la physique quantique de Copenhague, donc l'école de l'acceptation. Donc ce qui lui posait problème, c'est qu'il soit fondamentalement impossible de connaître tous les paramètres nécessaires à une détermination complète des processus. Il ne pouvait pas se résigner à accepter les relations d'incertitude. Et donc une des formules très célèbres qu'il a eues pour illustrer sa pensée, c'est « Dieu ne joue pas au dé ». Ça n'est pas possible que les choses ne soient pas déterminables, car Dieu ne joue pas au dé. Donc une réponse qui est assez intéressante de l'école de Copenhague, donc par Bohr, un physicien, un autre des physiciens contemporains d'Einstein, lui a répondu donc Einstein, ne dites pas à Dieu ce qu'il a à faire. Donc voilà, vous voyez bien ici les combats qu'on avait entre les interprétations de cette nouvelle physique aux implications parfaitement perturbantes pour l'entendement. Et donc c'est là qu'on touche les questions à nouveau philosophiques et métaphysiques. Donc une troisième école, qui était peut-être une sorte de voie du milieu, là, une forme de tolérance, qui considérait qu'en fait on avait une vision trop simplifiée des choses, que le principe d'incertitude resterait un peu trop interprété comme selon une approche corpusculaire. On resterait un peu trop coincé dans une approche corpusculaire des phénomènes, et on essaierait d'appliquer nos compréhensions du corps
la manière dont on se représente les comportements du corps et les lois qu'il doit y avoir quand on parle de corps, à un théorème comme ça d'indétermination, qui ne se prête pas en fait à ce type de représentation. Grosso modo, c'est comme si on tentait d'appliquer à l'électron des concepts de mécanique classique qui ne sont pas applicables. On essaye de mesurer des positions et des vitesses alors que ces concepts-là ne se comprennent pas comme ça. La position et la vitesse d'un électron ne peuvent pas être compris comme des positions et des vitesses classiques. Et donc il n'y a pas de méconnaissance de notre part. On ne se trompe pas dans nos équations, on les comprend juste mal. Donc on simplifie un peu trop les choses. Une autre école qui va chercher à intégrer encore plus, on va dire, un peu plus que la tolérance, elle va chercher à intégrer vraiment ça dans sa compréhension, et c'est l'école, la théorie des mondes multiples. Donc on a une redéfinition là, complète de la notion de réalité, en intégrant l'indétermination. En fait, il existe des mondes multiples au sein de l'univers, des mondes parallèles. Donc les différents états possibles des particules, ces superpositions, ils existent réellement, mais dans des réalités différentes. Et à chaque fois qu'on fait une mesure, les réalités bifurquent. On a des séparations, des fourches, à chaque mesure. Donc voilà de nouveau de quoi méditer sur la complexité et le côté fantastique de notre réalité. Alors il y a une école plus récente qui se tourne vers la notion de contextualisation pour expliquer cette incertitude qui serait inhérente au phénomène. Donc elle met en avant que l'effet du contexte de l'expérience sur les résultats devient très très important. Elle continue à développer cette idée que le sujet et l'objet de l'étude sont liés durant une mesure, et elle continue à creuser cette voie-là. Donc peu importe l'interprétation, nous voyons qu'au centre du débat, c'est la relation entre le sujet regardant et l'objet observé qui est interrogé. Donc elle est directement même remise en question par la physique quantique. Le monde visible est une apparence à laquelle on participe par notre présence. Nous n'accédons qu'à une certaine surface des choses, mais les phénomènes sont liés entre eux. S'ils ont une source commune, ils ont en plus une liaison à distance. Donc voilà ce que je définis comme métaphysique en pleine action. Et voilà pourquoi, dans ce monde-là, on appelle les particules charmes et étranges probablement. Alors back to qubit, avec l'indétermination. Donc en informatique quantique, le principe d'indétermination est appliqué lorsqu'on mesure le résultat d'un calcul. On va chercher à évaluer l'état des qubits de l'ordinateur quantique. Donc pendant les calculs, les qubits sont modifiés par les portes quantiques. Donc on a superposition, intrication. Donc on va faire différents chemins possibles. Ça va être l'algorithme, la programmation de l'ordinateur quantique qui va définir les différentes relations qu'on fait entre les qubits. Le calcul est en cours, toutes les possibilités sont essayées en même temps sur plusieurs qubits intriqués. Et on va chercher donc à un moment faire une mesure pour connaître le résultat du calcul. Donc c'est là que la réduction de tous ces possibles va intervenir, donc au dernier moment, lors de l'observation des résultats du calcul. Donc on parle là de décohérence, la fin de l'intrication entre les qubits qui se rabattent à 0 ou à 1. La valeur, on va dire, la plus proche avant la mesure. Donc généralement, puisqu'on est dans un monde de probabilité et de statistiques, on va réaliser la mesure plusieurs fois pour obtenir une moyenne de 0 et de 1. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs fois le calcul, en le réinitialisant à chaque fois, et puis on va regarder les résultats. Un peu comme notre dualité onde-corpuscule, où on a un point, puis au fur et à mesure que l'expérience est réalisée, on a un motif différent, motif ondulatoire. Là, c'est un peu pareil, on va devoir faire plusieurs fois le calcul et on va regarder vers quel résultat on tend. Quel est celui qui a le plus grand nombre d'occurrences. On va donc chercher une valeur moyenne obtenue par le calcul. La valeur, elle sera directement reliée à l'algorithme, c'est-à-dire à la manière de traiter l'information de l'entrée à la sortie. Donc, autrement dit, à la manière dont on aura intriqué nos différents qubits, et entre eux par les portes logiques. Ces différents qubits étant dans des états superposés. Alors, je vous propose de faire une petite synthèse, on fait un bilan, on regroupe tout ça. Donc, un ordinateur quantique tire parti des lois de la physique quantique. Donc, la physique quantique, c'est la physique qui décrit les phénomènes à l'échelle atomique. Donc, dans la physique quantique, on a vu des lois qui sont étonnantes. Donc, c'est des ruptures de manière de voir les choses. Dans un ordinateur ordinaire, les informations sont codées sous la forme de bits
qui ne peuvent prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Les bits quantiques, ou qubits, peuvent avoir simultanément ces valeurs 0 et 1. Dans le domaine quantique, les particules ne peuvent s'appréhender que par des probabilités. Les particules peuvent aussi être reliées, enchevêtrées, et par conséquent, lorsque deux qubits interagissent, leurs états physiques sont enchevêtrés, si bien qu'on ne peut pas considérer les deux qubits comme étant indépendants, mais ils forment un système lié. On parle d'états donc intriqués. Le résultat, c'est qu'une série de qubits peut représenter différentes choses en même temps. Par exemple, 8 bits sont suffisants en informatique classique pour représenter toutes les valeurs entre 0 et 255. Donc, n'importe laquelle de ces valeurs va pouvoir être représentée sur 8 bits. Mais sur 8 qubits, en informatique quantique, on va pouvoir représenter toutes les valeurs en même temps. Chacune, juste, avec des probabilités différentes. Donc la superposition permet d'avoir des qubits qui sont à la fois dans un état 1, 0. La formation est multiple au sein des qubits. L'intrication, elle, permet de relier entre les qubits pour les synchroniser et réaliser des opérations entre eux. Donc on va pouvoir manipuler plusieurs qubits grâce à l'intrication. La dualité onde-corpuscule va permettre d'interagir avec les qubits et également de les faire interagir entre eux. Et tout ça fonctionne dans le cadre donc d'algorithmes quantiques. Donc grâce à ces phénomènes, en fait, en théorie, un ordinateur quantique peut avoir accès à la totalité des résultats possibles d'un calcul en une seule étape. Là où un ordinateur classique va traiter l'information de manière séquentielle, un résultat après l'autre. Donc on a un parallélisme massif qui est au cœur en fait de la puissance des ordinateurs quantiques. En revanche, pour trouver la bonne réponse, il faut réaliser plusieurs fois les calculs et voir quelle est la solution émergeant en moyenne. Donc on fait de nouveau des statistiques. Donc on est tout à fait lié à la physique quantique, à ses propriétés, et on a des nouvelles manières de calculer, de se représenter l'information et de la manipuler dans le cadre des ordinateurs quantiques par rapport aux ordinateurs classiques traditionnels. Là, je vous propose maintenant de regarder rapidement un petit historique, les différents jalons qui ont été atteints ces dernières années. Donc, un point de début pour cet historique, simplement ici, là. Dans les années 80, c'est là qu'on pose les premiers modèles d'un ordinateur quantique. En 90, dans les années 90, on commence à avoir les premiers algorithmes pour des ordinateurs quantiques. Donc, on voit une possibilité qui se dessine et on commence à pouvoir la mettre en application. Enfin, on commence à voir comment on va pouvoir mettre en application ça. Un point important, en 94, Peter Shor du MIT, donc un mathématicien, va présenter un algorithme avec lequel il serait possible de factoriser n'importe quel nombre, c'est-à-dire de le décomposer en un produit de nombres premiers en un temps record. Donc on prend un nombre et on cherche à le décomposer en nombres premiers. On continue dans le temps. Là, en 98, à Oxford, l'université d'Oxford, on a un algorithme quantique qui tourne sur 2 qubits. 3 années plus tard, IBM, avec Stanford, factorise donc le nombre 15 grâce à 7 qubits. 2003, DARPA apparaît dans le... Alors certainement avant, mais voilà, là on a des signaux de la DARPA, donc la branche de la recherche de l'armée américaine. Donc quand la DARPA est là, c'est que la technologie est quand même bien prometteuse et qu'il ne faut pas la laisser passer parce qu'elle peut vraiment changer beaucoup de choses et on doit garder la main là-dessus, nous les USA. Donc c'est un jalon fort, un marqueur fort. Donc voilà. Grosso modo, des années 80 au début des années 2000, on était sur confirmation des possibilités, confirmation d'un potentiel énorme et des acteurs qui viennent autour de la table. On continue des expérimentations technologiques. En 2012 apparaît le terme de suprématie quantique par John Preskill d'IBM. Donc on définit ce test, en tout cas ce principe de dire une fois qu'on aura prouvé qu'un ordinateur quantique peut faire de manière significativement plus rapide une opération, un calcul qu'un ordinateur classique, alors on aura atteint ce qu'on appelle la suprématie quantique. Bristol continue à factoriser le nombre 21 par un autre dispositif, une autre technologie. 2013, on a un rapprochement de Google, la NASA et des universités qui se mettent ensemble pour étudier bien profondément, échanger leurs connaissances et travailler ensemble sur la compréhension de cette informatique quantique.
2016, on commence à avoir des ordinateurs commerciaux, hein, donc ils ne sont pas du tout accessibles, hein, mais l'idée c'est de dire on va tendre vers des ordinateurs commerciaux, à mettre en place des services de cloud, dont on va parler tout à l'heure. 2019, IBM annonce un premier ordinateur quantique commercial, donc de nouveau pas du tout pour le grand public, hein, 20 qubits. Google, donc 2019, fin de l'année 2019, annonce avoir atteint cette suprématie quantique et l'avoir prouvé. Cette question des 200 secondes par rapport à 10 000 ans. IBM, la réponse. Donc vous voyez qu'on est là encore dans la définition de est-ce que je suis dans le régime de suprématie quantique ou pas. Mais du coup, vous voyez le fil. En une quarantaine d'années, on a passé d'une conceptualisation à différentes technologies, différents acteurs et du concret sur le terrain. Alors, une petite slide maintenant sur la technologie. Vous voyez sur l'image là qu'on va avoir deux éléments. Un ordinateur traditionnel qui va être couplé à l'ordinateur quantique qui lui sera dans une enceinte, par exemple réfrigérée, en tout cas un espace qui est maîtrisé d'un point de vue environnemental. Donc l'ordinateur traditionnel, il va se servir d'interface entre des logiciels et des données qui vont être préparées par cet ordinateur traditionnel et ces données vont être ensuite injectées dans l'ordinateur quantique à travers une électronique d'écriture qui va nous permettre d'aller écrire dans les registres, donc ce qui contient la donnée. On va pouvoir opérer les portes logiques, les portes quantiques pour pouvoir faire nos opérations sur ces registres. Et on va avoir une interface de mesure, donc on va avoir des équipements qui vont pouvoir réaliser la mesure de l'état quantique global de notre système pour obtenir donc le résultat du calcul. Donc on a quand même une partie logicielle et hardware, donc équipement qui est assez complexe, très complexe même, avec notamment un environnement qui doit être bien maîtrisé. Quelques mots sur différentes technologies fondamentales qui sont utilisées pour réaliser ces qubits. Donc on a trois gros scénarios différents, trois grosses voies différentes qui peuvent être empruntées. On va avoir ce qu'on appelle des ions piégés, donc c'est des atomes, les ions, auxquels on a retiré un ou plusieurs électrons, et on va les piéger à l'aide de lasers pour les maintenir. Donc ce sont eux qui vont détenir le plus grand temps de cohérence, le record du plus grand temps de cohérence, donc cette intrication globale de différents qubits. En contrepartie, ils sont lents à manipuler, donc ça va avoir pour conséquence de pouvoir ralentir les calculs. Et les techniques de piégeage étant relativement compliquées à mettre en place, on ne voit pas très bien comment on va pouvoir mettre tout ça à l'échelle quand on va vouloir avoir un plus grand nombre de qubits. Par exemple, si on veut atteindre 1 millier de qubits, ça semble très très compliqué en utilisant les ions piégés. La deuxième technologie qui est utilisée notamment par Google, c'est les circuits supraconducteurs. Donc des circuits électriques de taille micrométrique avec des électrodes métalliques qui deviennent supraconductrices, c'est-à-dire qu'elles conduisent l'électricité sans résistance lorsqu'elles sont placées à très très basse température. D'où l'enceinte réfrigérée par exemple que vous avez sur le schéma de gauche en haut à gauche. Donc en matière de cohérence, ils sont un peu moins bons que les ions piégés, mais ils sont plus rapides à manipuler. Et ils ont une technique de fabrication qui est plutôt simple. Alors plutôt simple, il faut bien imaginer que c'est quand même bien complexe. Mais plus simple que piéger avec des lasers des ions. Ce qui permet de les dupliquer facilement et de pouvoir envisager d'en intégrer un plus grand nombre sur une même puce. Donc voilà, la solution choisie par IBM et Google. Une autre solution qui apparaît, qui semble bien prometteuse parce qu'elle regroupe les avantages des deux précédentes, sans forcément avoir les inconvénients de la même manière, au même niveau, c'est donc les spins d'électrons dans le silicium. Donc là, on va avoir une matrice de silicium, donc du silicium, dans lequel on va essayer d'isoler donc des électrons. Et on va utiliser leur spin, donc leur sorte de rotation de la particule sur elle-même, comme bit quantique d'information. Donc ils sont encore assez fragiles, ces qubits, la technologie est récente, mais de la vie générale, on devra arriver aux mêmes performances, et donc une performance supérieure plus tard, que les deux dispositifs précédents, et on pourrait, eux, les intégrer à plus grande échelle, donc faire des processeurs avec plus de qubits basés sur des spins d'électrons. En ce qui concerne Google, donc voilà le processeur Sycamore, c'est le nom du processeur qui a été présenté dans la publication sur la suprématie quantique. Donc on a 54 qubits, il y en a un qui a été désactivé parce qu'il ne fonctionnait pas.
donc restons quand même sur 54 qubits, supraconducteur. Et typiquement, voilà comment peut se représenter un processeur à base de qubits. On a une première couche de qubits ici, mettons qu'on en a 7 par 7, donc 49 qubits par exemple ici. Et on va superposer des couches de portes quantiques. Donc la porte d'Adamar par exemple, une des portes les plus connues, d'autres portes qui vont intriquer de manière différente différents qubits. Et c'est comme ça qu'on obtient un processeur quantique en superposant aux qubits tout un ensemble de couches, tout un ensemble de portes qui vont pouvoir derrière permettre de faire des manipulations de l'information. Alors regardons maintenant en détail, un peu plus en détail l'expérience de Google telle que décrite dans la publication. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les ordinateurs classiques sont déterministes. Ce sont des machines qui font tourner des séquences, un ensemble d'instructions de manière répétable. Donc des machines à un comportement prédictible. Donc ça rend la génération d'opérations parfaitement aléatoires impossible. On peut faire ce qu'on appelle du pseudo-aléatoire, qui est tout à fait satisfaisant au vu de la puissance de nos ordinateurs et des nombres aléatoires qu'on peut générer. Mais cet aléatoire n'est donc pas parfait. Il est soumis à des règles. Donc ce qu'a fait Google ici, typiquement, c'est comme s'il avait jeté des dés. Il a essayé de faire une expérience qui produit des résultats aléatoires. Mais donc à la place de jeter les dés, ils ont fait tourner ce qu'on appelle un circuit quantique aléatoire. Donc c'est le type d'algorithme qui a été implémenté ici pour cette publication. Ils l'ont fait tourner plusieurs fois et puis ils ont échantillonné, donc ils ont regardé les différents résultats qui étaient possibles en regardant combien de fois j'ai eu tel résultat. Et on fait tourner la machine plusieurs fois comme ça et puis on obtient donc une certaine distribution de résultats. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a différentes couches, différentes portes qui sont appliquées à nos qubits. Donc plus on a de couches, plus on parle de profondeur de circuit quantique aléatoire. Donc ils ont fait un circuit quantique aléatoire avec un certain nombre, une certaine profondeur, un certain nombre de portes. Et ce qui est intéressant avec ces circuits quantiques aléatoires, c'est qu'il est possible, dans une certaine mesure, de les simuler en informatique classique. Pour un petit nombre de qubits, un petit nombre de portes, on arrive à effectuer ces calculs, représenter ces calculs dans une informatique classique. Donc c'est là que ça devient intéressant, puisqu'on a une expérience qu'on peut réaliser sur un ordinateur quantique, qu'on arrive à simuler sur un ordinateur classique, jusqu'à un certain moment, jusqu'à une certaine profondeur de circuit. Donc c'est pour ça que ces circuits aléatoires quantiques sont des bons candidats pour le test de la suprématie quantique. Et il y a un point de complexité dans le circuit quantique aléatoire, au-delà duquel l'ordinateur classique ne pourra plus suivre. Et c'est ça en fait que Google a fait. Il dit avoir réussi à produire une séquence de nombres aléatoires en 200 secondes sur un processeur quantique, qui aurait donc pris ces fameux 10 000 ans s'ils avaient dû être simulés avec le même nombre de qubits sur le superordinateur d'IBM Summit. Donc 10 000 ans sur 200 secondes, on a un facteur 1,5 milliard de fois plus rapide. 200 secondes par rapport à 10 000 ans, si on ramène tout ça en secondes, on a un facteur de 1,5 milliard de fois. John Preskill, la personne qui a défini le terme de suprématie quantique, le concept, donc il a rapidement répliqué en précisant que Google, dans un premier temps, avait choisi une tâche qui était plus simple à exécuter par nature sur un ordinateur quantique. Et en ajustant donc les hypothèses, eux, ils aboutissent donc au résultat de 2,5 jours plutôt. Donc là, le rapport 2,5 jours sur 200 secondes, c'est 1000. Donc on a un facteur 1 million entre les deux dans leur affrontement. Donc là, c'est typiquement comme selon les policiers, selon les manifestants. Mais c'est donc exactement dans le même... on n'est pas dans les mêmes valeurs, mais on est dans le même principe, sacré grand écart entre les deux. Et voilà donc le saint graal de l'informatique quantique, qui est recherché par tous ces acteurs, réussir à démontrer l'écrasante supériorité en termes de vitesse de calcul de l'informatique quantique sur l'informatique traditionnelle. Donc le challenge, c'est de résoudre un problème de manière extraordinairement plus efficiente, c'est-à-dire être efficace et à moindre coût, ici on va dire que c'est le temps, que ce que permet de faire donc l'informatique actuelle. Alors au-delà de ce jalon,
grosse excitation autour de l'informatique quantique tient aussi au fait que, selon la physique actuelle, les lois de la nature s'expriment donc en termes quantiques. Tout ce qui nous entoure utilise des briques qui, elles, suivent des lois de la physique quantique. Donc on suppose qu'un ordinateur quantique, en plus de calculer de manière fulgurante, permettrait de mieux comprendre la nature, parce qu'en fait, il simulerait exactement, il reproduirait, il se baserait plutôt même, sur les principes naturels. Il réaliserait sur ses calculs, on lui demanderait de simuler des molécules ou autres, et pour simuler ces molécules ou autres, il utiliserait les concepts et il pourrait être construit exactement comme une réplication quelque part de ces molécules, et on pourrait effectuer des calculs sur ces représentations qui sont tout à fait alignées avec celles de la nature. Donc on a une chance de mieux comprendre ce qu'on regarde, parce que la manière dont on le regarde, l'outil qu'on regarde, parle la même langue que ce qu'on regarde. Mais donc on en est encore bien loin. C'est cette énorme difficulté qu'on a actuellement à maintenir les états intriqués, à la réalisation des calculs, qui fait qu'on est bien loin encore d'avoir des ordinateurs quantiques dans notre utilisation quotidienne, si un jour on les a. Parce qu'il n'est pas du tout garanti que les ordinateurs quantiques soient meilleurs en tout le temps que nos ordinateurs classiques. Tout dépend des opérations qu'on va réaliser. Et c'est en ça que le terme de suprématie est un peu piégeux aussi. Il laisse penser que les ordinateurs seraient supérieurs, meilleurs, point barre. Et la suprématie quantique pourrait être écrasante à tous les niveaux, et il serait donc super performant à tous les niveaux. Peu importe le type de calcul, il le fera mieux. Or, pour l'instant, on vient de voir que, pour ne serait-ce que pour des questions expérimentales, ces calculs sont très compliqués à mettre en œuvre et à réaliser. Donc, on est très loin d'avoir un laptop ou un smartphone quantique dans nos poches. Peut-être que nos enfants ou les enfants de nos enfants auront du quantique dans la poche, ou qu'on aura des formes hybrides, quantiques classiques, chacun pour son usage, en fonction des facilités qu'on a à réaliser ces expérimentations. Pour qu'un ordinateur quantique fonctionne, il faut que ces qubits conservent leurs propriétés quantiques durant le calcul, le temps de calcul. Donc ils restent par exemple intriqués, reliés, quoi. Et le problème, c'est que la moindre interaction avec l'environnement, donc un champ magnétique, de la lumière, l'agitation thermique, peu importe, chacune de ces interactions va avoir tendance à perturber le système et à ne plus permettre le maintien de ses propriétés quantiques. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'on a un nombre de qubits important. La fin de l'intrication, qu'on ne veut pas ici, puisque ce sont des interférences extérieures. C'est pas comme pour le cas de la mesure du résultat. Ici, ça nous pose problème. Et c'est donc c'est l'obstacle principal de la construction des ordinateurs. Donc on va chercher à protéger les qubits des interférences externes. On va les isoler physiquement, on va les mettre dans des enceintes à basse température, très basse température. On a vu qu'on utilise des lasers pour piéger les particules avec lesquelles on va réaliser les calculs. Donc vous voyez qu'il y a toute une expérimentation, une partie expérimentale qui est très complexe, très lourde et très fine. Il faut vraiment être sûr que le système soit bien isolé, parfaitement isolé. Et comme on a vu précédemment, dans la physique quantique, l'incertitude et l'essence même est un des éléments fondamentaux de la physique quantique. Donc c'est quelque chose de très important avec lequel il faut composer l'incertitude. Donc depuis la mise au point des premiers qubits il y a environ 20-25 ans, le temps de cohérence n'a cessé d'augmenter, d'être allongé. On parvient à intriquer un nombre de plus en plus grand de qubits, mais améliorer les performances à ces niveaux, ça ne va pas suffire. Il va aussi être nécessaire de pouvoir corriger des erreurs de calcul qui apparaissent, qui sont liées à la décohérence, qui apparaissent lorsqu'on fait la mesure. Et c'est là qu'interviennent ce qu'on appelle des codes correcteurs. Donc ici, on va utiliser un certain nombre de qubits, non pas pour faire le calcul, mais pour vérifier l'état d'autres qubits, qui eux contiennent l'information et qui sont utilisés pour faire le calcul. Donc on met de côté certains des qubits, et ces qubits-là sont mis pour vérifier l'état des qubits qui sont eux utilisés pour effectivement réaliser le calcul. Donc la mise en place de ces codes correcteurs est elle aussi sans doute compliquée, mais ça veut surtout dire que plus on va augmenter le nombre de qubits, plus on va devoir en associer aussi, en réserver pour vérifier nos calculs. Donc les performances de l'informatique quantique sont directement reliées à ces codes correcteurs,
il va falloir qu'on fasse encore des percées théoriques pour optimiser ces codes, de manière à diminuer le nombre de qubits dont ces codes ont besoin pour vérifier les calculs, et notamment les états des qubits en cours de calcul. Penchons-nous maintenant sur quelques-uns des usages pressentis pour l'informatique quantique. Donc on a vu avec Google un premier usage, les nombres aléatoires. On a discuté aussi la factorisation, donc la décomposition des nombres entiers en nombres premiers. Donc on a vu que c'était une opération qui était au cœur de la sécurité d'Internet, et que donc si un ordinateur quantique, quand il apparaîtra avec un grand nombre de qubits, on pourra remettre en cause une partie de la sécurité de nos communications sur Internet. Donc potentiellement un énorme problème. Il faut voir que dans le même temps, l'informatique quantique apporte la solution à ce problème, puisqu'elle apporte aux chercheurs de nouvelles manières d'encrypter les données. Comme on a vu avec la Chine précédemment, le satellite Alice et Bob et Eve au milieu, qui peut se faire détecter de manière instantanée. Pour un petit jeu de mots, on peut voir que là on a aussi une superposition qui est amenée par l'informatique quantique. On a à la fois le problème et la solution par rapport à la cryptographie. Et de manière générale, donc, l'avantage du calcul quantique sur l'équivalent classique est d'autant plus grand que la quantité d'informations à traiter est élevée. Si on a besoin de parallélisme, l'informatique quantique va nous aider aussi, parallélisme massif notamment. Et il est clair aussi qu'il va y avoir des situations dans lesquelles l'informatique quantique ne servira pas mieux, au vu, comme on l'a vu tout à l'heure, des problèmes expérimentaux, difficultés, mais même au-delà de ça, ce ne sera pas du tout la peine d'avoir un ordinateur quantique pour faire des opérations de la vie de tous les jours. Et l'avenir sera peut-être hybride, comme les voitures hybrides. On a deux modalités, essence, donc thermique ou alors électrique, et puis on bascule de l'une à l'autre en fonction des besoins. Ceci étant dit, actuellement, ce qu'on discute comme usage pressenti, ça va être autour de la chimie, par exemple. Donc la chimie, quand on regarde les molécules, les particules, les forces entre elles, et qu'on essaie de comprendre comment tout ça fonctionne dans une réaction chimique, on va très vite avoir un grand nombre d'éléments, d'interactions à prendre en compte. Les combinaisons vont vite augmenter. Le calcul va devenir de plus en plus long, voire impossible. Donc c'est là que la capacité de parallélisation des ordinateurs quantiques va être intéressante. On va pouvoir faire plein de calculs en même temps. Et donc on va pouvoir mieux simuler certaines de nos molécules par exemple. Donc pour illustrer ça, des chercheurs de Microsoft ont estimé que simuler complètement, on va voir ce qu'on entend par complètement, une simple molécule d'eau nécessiterait 16 000 bits classiques. Donc il faudrait regarder dans le détail, mais restons sur, on simule une molécule d'eau sur 16 000 bits. Et d'après leurs estimations, il en faudrait 24 qubits pour obtenir le même niveau de simulation. Donc on est de nouveau sur un facteur 1000, 500 à 1000, en termes de nombre d'éléments qui codent l'information nécessaire pour comprendre et simuler le phénomène. Le deuxième usage qui est sur la table, ce serait celui de la science des matériaux, enfin certains éléments en science des matériaux. Par exemple, notre compréhension de la supraconductivité à haute température. Donc la supraconductivité, c'est une propriété qui apparaît dans certains matériaux quand on les plonge à très basse température, très basse température. La circulation des charges électriques dans ces matériaux se fait sans aucune résistance. Ils conduisent parfaitement, ils permettent une circulation parfaite des charges électriques. On parle de supraconductivité. Le problème, c'est que ça se fait à très basse température. Donc c'est pas évident à mettre en place et à mettre à l'échelle et à déployer dans certains usages. Donc si on avait en fait des matériaux supraconducteurs à haute température, mettons un peu en dessous de l'ambiante, proche de zéro ce serait déjà bien, un peu en dessous de l'ambiante, sinon, au mieux. Cette propriété, elle pourrait être très utile pour le transfert d'énergie au sein d'un réseau physique, par exemple. Parce qu'il faut savoir que quand on transfère de l'énergie électrique dans un réseau, donc dans des câbles, on a une grosse dissipation thermique, une grande perte d'énergie par dégagement de chaleur. Donc en fait, avoir des matériaux supraconducteurs, ça nous permettrait d'avoir des gains énergétiques supraconducteurs à haute température. On pourrait avoir des gains énergétiques très importants. Alors il y a plein d'autres applications qui sont pressenties, comme tout ce qui est tâches d'optimisation, par exemple une gestion de trafic routier, où là de nouveau on a plein de combinaisons à tester. Là on va pouvoir les tester tout ensemble. Le maillage du transport de l'énergie, donc, quand on va chercher à faire sur le terrain, avoir différentes possibilités de routage de l'énergie. Des applications dans la finance, tout un ensemble de secteurs qui devraient pouvoir en bénéficier.
Et bien sûr, l'accélération de la vitesse de calcul promet aussi d'importantes retombées en matière d'intelligence artificielle, donc qui est utilisée pour analyser et trier des informations dans de très grandes bases de données numériques. On va chercher avec l'intelligence artificielle des motifs dans des grands ensembles de données. C'est ça que ça, entre autres, c'est à ça que ça va nous sert, que ça nous sert l'intelligence artificielle. Et donc là, de nouveau, pouvoir tester tout un ensemble de combinaisons en même temps va certainement alimenter de manière forte l'intelligence artificielle. Pardon. On va avoir ici deux technologies qui vont bien s'appeler l'une l'autre. L'IA est une technologie basée sur les datas massives, avec des combinaisons très nombreuses à tester. L'informatique quantique a l'avantage de pouvoir tester de multiples combinaisons et de faire un parallélisme massif. Les deux vont très bien ensemble. Donc une tendance actuelle en laboratoire, c'est d'identifier quels problèmes, avec quels algorithmes, on pourrait résoudre avec des ordinateurs quantiques qui sont intermédiaires, qui contiennent un petit nombre de qubits, qui ne nécessitent pas de gros systèmes de correction d'erreurs. Et on essaie de trouver des applications donc à mettre maintenant sur le terrain cette informatique quantique. Et enfin, un dernier élément de cette présentation, on va discuter un petit peu les acteurs, un peu plus dans le détail, actuels, autour de l'informatique quantique. Donc Google, IBM, Microsoft sont dans la course, avec pas mal d'autres. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'Apple est très silencieux. On ne le voit pas trop, même pas du tout dans le paysage, sauf erreur de ma part. Donc ces acteurs-là sont à tous les niveaux. Ils travaillent sur le hardware, le software, la physique, le digital. Donc voilà, on a une constellation là qui commence à apparaître. Alors, une tendance qui se développe pour tester massivement ce paradigme d'informatique quantique au vu des difficultés notamment expérimentales qu'on peut avoir. On va chercher à le rendre accessible au plus grand nombre pour pouvoir faire des tests. Et donc on développe ce qu'on appelle le Quantum as a Service. Donc l'idée, c'est de rendre l'informatique quantique accessible à tous, à des utilisateurs du monde entier, à l'aide d'une approche par cloud. Et c'est par exemple le cas pour IBM Quantum Experience. Donc là, on a des exemples de programmes qu'on peut trouver sur Internet pour, par exemple, générer un nombre aléatoire. Donc ces programmes, ils sont préparés en fait par une application, un kit de développement, donc un programme que vous installez sur votre logiciel, sur votre ordinateur. C'est ce qu'on avait tout à l'heure dans l'image sur les technologies. On a d'abord un ordinateur traditionnel qui vient préparer les données, on va dire. Ce code est mis en forme par ce SDK. Une fois que la mise en forme est réalisée, elle est envoyée à un serveur à distance, dans un des serveurs d'IBM. Elle est mise en pile, en attente, puisqu'il y a d'autres personnes qui ont envoyé du code. Et une fois que c'est votre tour, votre code est exécuté sur l'ordinateur quantique d'IBM, un de leurs ordinateurs. Donc il vous donne quelques qubits pour faire vos calculs. Le calcul quantique est lancé. Le résultat est envoyé à l'utilisateur par le biais de ce kit de développement, ce SDK, qui va recevoir ces données, qui va les interpréter et nous en donner le résultat, qui est donc un nombre aléatoire. Voilà, vous avez reçu votre nombre aléatoire, bravo. Il a été calculé par un ordinateur quantique. Donc ça, c'est du Quantum as a Service. On utilise le cloud et on va venir utiliser des capacités de calcul qui sont déportées, qui ne sont pas chez nous, tout en suivant une logique de pile, chacun son tour. Amazon propose ça aussi, mais lui, d'une autre manière. Ils ne mettent pas à disposition d'ordinateurs quantiques qui leur est propre. Par contre, ils travaillent avec 3 partenaires qui ont chacun une technologie différente pour implémenter les qubits. Donc D-Wave System, IonQ et Rigetti Computing. Voilà, donc vous utilisez leur service Amazon Braket, vous rentrez votre code, et eux ils envoient, et vous choisissez en fait sur quel ordinateur, sur quel type de technologie vous voulez utiliser, faire tourner vos calculs quantiques. Et donc ces 3 compagnies vont pouvoir permettre à Amazon de tester des mêmes algorithmes, de comparer des résultats entre eux. Et donc on a une approche de test technologique par le marché pour Amazon. Ils vont regarder ce qui fonctionne le mieux avant de se lancer en tout cas officiellement de se lancer dans leur technologie quantique avec leur choix propre. Donc une approche expérimentale par tâton, à laquelle on peut participer n'importe qui par le service Amazon Braket. Alors dans le secteur de l'automobile, beaucoup d'acteurs s'intéressent à l'informatique quantique, BM, Volkswagen, Bosch, Ford, Daimler, d'autres. Ils sont
beaucoup sont attirés par le potentiel de l'informatique quantique pour optimiser le trafic automobile. Toujours ces notions de combinatoire, on a plein de choix possibles hein, quand on veut optimiser un trafic. Bon, bah là, c'est intéressant d'avoir une méthode qui permet de faire un calcul parallèle massif. Ils espèrent pouvoir l'utiliser pour les assister dans la conception de nouveaux composants, par exemple de l'optimisation de batteries électriques. Donc là, on rejoint la science des matériaux. Donc voilà, sous le focus de l'industrie automobile. Donc on a vu la DARPA tout à l'heure, des investisseurs, hein, Goldman Sachs suit de près. Et donc depuis quelques années, de nombreuses startups apparaissent sur le marché. Donc ce phénomène-là, c'est tout à fait classique dans l'innovation, en fait, dans les nouvelles technologies, le déploiement de ces nouvelles technologies. C'est ce qu'on appelle du hype, donc à la mode. Donc peu importe la techno, c'était vrai pour l'intelligence artificielle, pour le quantique, ce que je vais dire là. En général, on peut modéliser le développement d'une technologie par les attentes qu'a la communauté scientifique, puis technologique, industrielle et le grand public, par rapport à cette techno qu'on est en train de développer. Donc le hype, voilà, l'attente, la mode. Donc au début, la technologie, elle est d'abord restreinte à un certain nombre de personnes qui l'étudient, puis après, elle a fait ses premiers effets, donc on commence à en entendre parler, et puis elle est dans toutes les bouches. Il y a de plus en plus d'acteurs qui s'y intéressent. Les attentes, les espoirs sont de plus en plus nombreux, mais on attend encore toujours de pouvoir confirmer ça parce que c'est du laboratoire, c'est du développement. Donc le hype augmente, le côté mode, tendance augmente, on en entend de plus en plus parler. Et en fait, il est possible qu'on se rende compte au bout d'un moment que, bon, ben voilà, ça fait quand même 20 ans qu'on travaille dessus, on n'a toujours pas produit grand-chose, on est bien loin de ce qu'on attendait. Et là, c'est un point délicat pour les acteurs technologiques, parce qu'en fait, les investisseurs, ceux qui veulent leur donner donc les fonds pour pouvoir faire leurs recherches, sont très sensibles au hype aussi. Donc une technologie qui met 20 ans à se déployer et qu'on devait avoir des résultats depuis déjà une petite dizaine d'années, alors qu'on n'a toujours rien, va faire que en fait, les investisseurs vont se dégager de cette techno. Pour l'instant, c'est pas le bon moment, donc je ne mets pas mes fonds dedans. Et quand là, on a un retrait des investisseurs, on a on traverse ce qu'on appelle un hiver de la technologie. Donc ça, c'est arrivé dans l'intelligence artificielle. On a connu 2 hivers. Donc dans les années 70, entre les années 70 et 90, on a eu 2 hivers. Donc pendant ces hivers, en fait, il y avait beaucoup moins de développement qui était réalisé. Elle était en hibernation, la technologie, parce qu'elle n'avait plus les fonds, les chercheurs n'avaient plus les crédits pour avancer leurs travaux. Et donc on l'a mis en pause. Et donc actuellement, pas mal d'investisseurs dans l'informatique quantique mettent en garde en disant attention, on est encore bien loin. Enfin, pas mal d'investisseurs, pas mal d'acteurs. Globalement, tous les acteurs nous disent ça. Parce qu'en fait, ils sont très fébriles, ils ont peur en fait de tomber dans un hiver de l'informatique quantique. Bon. Donc, grosse tendance, étudiée à tous les niveaux, à suivre. On a encore du temps avant que ça se développe. Et bien sûr, on se rend bien compte que 2 acteurs majeurs nationaux hein, autour du quantique vont être les États-Unis et la Chine dans leur combat de nations. Donc là, on est dans des notions géostratégiques complètes, hein, la technologie au service de la géostratégie. Et donc là, on voit bien ces deux nations s'affrontent sur la maîtrise de l'informatique quantique, puisqu'on a vu qu'aussi on avait des choses comme la sécurité d'Internet qui pouvaient être, qui seront au cœur probablement des impacts de l'informatique quantique. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Bon, un peu longue, j'ai essayé de l'écourter, mais je voyais pas trop comment faire autrement. Je me suis dit qu'il fallait passer par certains concepts quand même fascinants et qui étaient aussi nécessaires pour comprendre des éléments de l'informatique quantique. Donc voilà, pour résumer, on a devant nous une nouvelle informatique complètement différente qui est en train d'émerger, de sérieusement émerger, qui sera a priori phénoménalement plus performante que notre informatique traditionnelle, et qui est directement liée à des principes physiques qui sont ceux qui s'expriment au sein de la matière des éléments qui nous composent. Donc la dualité en corpuscule, la superposition, l'intrication, l'indétermination des phénomènes, on peut le formuler comme ça, et il y a d'autres principes. Tous ces principes-là sont ceux qui régissent les particules qui nous composent, hein, qui viennent du cœur des étoiles. Les étoiles, quand elles explosent, nous envoient ces particules. Nous sommes des agrégats de ces particules. Donc voilà une première histoire folle.
Donc ça me semble pas choquant du tout au final, hein, après coup, qu'on ait des propriétés comme superposition, intrication et autres, hein. C'est exactement le même niveau de puissance, de fantastique et de poésie hallucinante. Mais hallucinante parce qu'elle est réelle en fait. Voilà, ça c'est un point de vue sur la question. Il y a encore plein de défis à surmonter. On est loin d'avoir ces ordinateurs dans notre usage quotidien. Donc le défi de la mesure, la stabilité des équipements, la scalabilité, c'est-à-dire la mise à l'échelle, avoir de plus en plus de qubits dans nos processeurs quantiques. Tout ça sont des défis qui sont à résoudre, qu'on va essayer de surmonter dans les décennies à venir. Mais ce que je trouve parfaitement intéressant aussi, c'est de voir qu'à notre échelle, là maintenant, on a une nouvelle preuve de la véracité de la physique quantique par ces ordinateurs quantiques. On fait des calculs qui sont basés sur des phénomènes comme l'intrication, et ces calculs, pour qu'ils fonctionnent, confirment en fait que l'intrication est une réalité. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. On a là une concrétisation de la douce et belle folie du monde quantique à notre échelle. Donc on a déjà eu d'autres théories, d'autres modèles sur d'autres sujets qui sont aussi fous que ça. Prenons le Big Bang. Au début, il n'y a rien, ni temps ni espace. À un moment, il y a un crack et d'un coup, tout apparaît. Et puis, l'expansion, et on en est là. Donc, comme modèle des genèses, voilà, c'est très intéressant. Et tout ça, en fait, me pousse à penser que ce qu'on est en tant qu'être humain, c'est vraiment une chance de pouvoir vivre ça, d'expérimenter un monde dans lequel finalement la magie n'a pas disparu, pas du tout. On peut voir ça comme étant parfaitement magique. Magique ne veut pas dire incompréhensible quand on est magicien, j'imagine. Et on a le même genre de phénomène devant nous, hein, des interactions à distance, on a des énergies, des envois, des intrications, un monde qui n'existait pas, d'un coup il apparaît par un Big Bang. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans la physique, cet enchantement du monde. C'est ce que j'en retire de mon expérience de ce champ de connaissances. Alors si vous souhaitez aller plus loin, dans certains sujets, voici quelques éléments de bibliographie que je peux vous conseiller, à différents niveaux. Donc, le premier, dans le champ de la mécanique quantique, je vous invite à aller regarder les conférences du professeur Étienne Klein, donc un très grand physicien, très bonne vulgarisation. Grande personnalité avec un esprit parfaitement positif, donc que les éloges. Ses cours sont en ligne, vous trouverez ça sur YouTube et son site. N'hésitez pas à aller regarder ça. Il y a également le cours de physique de Richard Feynman, donc Californie, les années 50 à la fin des années 80. Donc là, il y a quand même pas mal de mathématiques. Moi, ça m'a vite dépassé sur le plan de la mathématique et des mathématiques. Mais dans le même temps, il y a un bon effort de vulgarisation aussi qui est fait à côté. Et, en fait, c'est bien accessible, mais vous avez quand même là un cours universitaire. Mais je vous invite à jeter un coup d'œil aussi et à creuser cet ouvrage, un peu dépassé certainement maintenant. Donc il a été écrit, je ne sais pas exactement en quelle année, mais je vous dis les années 80 à peu près. C'est là qu'il a été... que Feynman a travaillé à l'université. Une bonne base, très bonne base, assurément. Si on change maintenant de sujet, on sort du champ de la physique quantique, et si vous souhaitez creuser un peu ce que j'ai essayé de formuler en conclusion, cette parfaite beauté et puissance, et cette parfaite chance qu'on a d'être humain, d'être plongé dans une complexité comme ça, on nous a mis au monde, on nous a plongé dans ce monde, quand on le regarde, il est d'une beauté majestueuse, incroyable. Si vous voulez creuser un peu ce côté-là par une approche scientifique, regardez ce que nous dit la science et trouver un bon bouquin qui agrège un ensemble de connaissances et qui nous montre la complexité de ce monde et de nous à l'intérieur. Je vous invite à regarder La méthode d'Edgar Morin. Donc personnellement, c'est la meilleure Bible, au sens Bible, l'explication du monde, si on dit que le terme Bible veut dire ça, une Bible scientifique généraliste que j'ai trouvée à jour. La méthode d'Edgar Morin. Commencez peut-être par le tome 2, il y en a 5 ou 6. Donc bon, le tome 2 est vraiment très intéressant, je ne les ai pas du tout tous lus, mais j'ai commencé par le 2, on me l'avait conseillé comme ça, et c'était un très bon conseil. Donc en fait, là-dedans, vous allez pouvoir vraiment avoir une très très belle version, une très très belle explication
pas forcément tout le temps très simple à suivre, hein, mais ça viendra au fur et à mesure. Puis vous allez lire des pages de ce livre, avec un bon dictionnaire de philo à côté de vous, pour expliquer les termes. Au bout d'une centaine de pages, vous allez vous faire le vocabulaire, et puis vous allez pouvoir beaucoup mieux nager dans la pensée d'Edgar Morin, une pensée qui est extraordinaire, qui est d'une richesse folle. Et voilà, vous allez être plongé dans la formidable histoire de ce que nous sommes en tant que forme de vie, hein, dans ce monde dans lequel les étoiles explosent, font des particules, projettent des particules, et ces particules s'agrègent et forment des humains qui sont en train de vous parler, un humain qui est en train de vous parler. Alors c'est du miel pour l'esprit, quoi, hein, mais un peu d'endurance, mais très intéressant. Alors dans la même veine, plus accessible, mais on parle aussi là de pensée systémique et de complexité, c'est le Macroscope de Joël de René. Donc les deux œuvres là tournent autour de, oui, la pensée systémique, on va parler aussi de cybernétique, la théorie des systèmes. Donc tout un ensemble de connaissances tout à fait intéressantes à creuser. Changeons de sujet. Si je peux me permettre, je vous invite également à développer largement votre savoir philosophique. Piochez dans la philosophie, l'amour du savoir et de la sagesse. On a vu que la mécanique quantique bousculait clairement des représentations du monde, qu'on avait des affrontements de l'ordre de la philosophie, de la métaphysique. Je vous invite à vous nourrir des concepts qui ont été étudiés depuis des siècles par des multiples écoles. Vous trouverez les vôtres, et le savoir, ce savoir que vous allez aller voir, obtenir, c'est pas un jeu stérile de l'esprit, c'est pas des abstractions qui ne servent à rien. Bien au contraire, plus j'avance dans l'âge, plus je me rends compte que ce qui est probablement le plus utile du temps de notre vie d'humain, eh bien c'est des outils pragmatiques pour pouvoir penser le monde, et la philosophie nous en donne une sacrée dose. Et donc, de nouveau, plein d'écoles. Donc, chacun pourra trouver sa satisfaction là-dedans. Je me permets un coup de cœur personnel à Nietzsche pour développer la puissance du lion, l'élégance du verbe, et certainement aussi des critiques à lui faire, mais Nietzsche peut être une très bonne entrée dans la philosophie, par exemple. Continuons un petit peu sur la spiritualité, étendons le champ de la philosophie à la spiritualité, notamment la pensée zen, par exemple, qui est tout à fait intéressante. Ou alors la ligne moyenne de Lao Tzu, voilà le Tao Te Ching de Lao Tzu, donc le travail de la ligne moyenne. Deux choses très intéressantes, la ligne moyenne et le ici et maintenant du zen. Donc on a des questions de rapport entre l'espace, le temps, l'entre-deux. On touche aussi des représentations qu'on a discutées jusqu'ici. Et enfin, un dernier conseil, si je peux me permettre toujours, hein, au-delà de tout langage naturel et de tout formalisme mathématique, une expression qui est parfaitement directe pour interroger notre rapport au monde, c'est bien l'art. Je vous invite à le consommer sous toutes ses formes et à très haute dose. Alors qu'il s'agisse de romans, d'anticipation, des fictions, tout ce qu'on veut, des films, de la photographie, par exemple, les représentations qu'un photographe va pouvoir nous donner du monde, ces distorsions qu'il va pouvoir faire ou pas sur la réalité, des images parfaitement concrètes de l'abstrait travaillé, peu importe. On a là une forme de communication directe, universelle, car dépassant le langage, parler, d'humain à humain. Alors pourquoi vous donner tous ces éléments de bibliographie? Donc, ce que je trouve intéressant là-dedans, dans la science, la philo, la spiritualité, l'art, au sens très large de ces termes, c'est qu'on en aura pour tout le monde, premièrement. Donc il n'y a aucune école qui est meilleure que l'autre, pas du tout. Chacun trouvera forcément son école, et moi personnellement, je me nourris de tout ça. Et ça m'aide vraiment à mieux comprendre ce qu'est la formidable aventure humaine dans laquelle on m'a plongé à ma naissance. Donc voilà. J'espère à nouveau que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à me corriger, à me contacter. Vous avez là de quoi me contacter. Donc n'hésitez pas à me corriger, à réagir, et ce sera avec grand plaisir de vous répondre, si je peux, et d'échanger avec vous sur n'importe lequel des sujets qui ont été abordés ici. Voilà, je vous souhaite bonne continuation, bon déconfinement, bon courage, et voilà, faites-vous bien plaisir, et creusez ce monde fantastique qui nous entoure et auquel nous participons tous. À bientôt.